Bienvenue, chers auditeurs RIS, et merci de me rejoindre pour ce voyage apaisant au cœur de la Rome antique. Installez-vous confortablement. Laissez vos paupières devenir douces et votre respiration se faire lente et régulière. Imaginez-vous, à présent, au détour d'une rue pavée, loin de vos préoccupations modernes, prête à vous immerger dans une cité millénaire dont chaque recoin renferme des histoires de vie, parfois dures, toujours poignantes. Au cours des prochaines 2 heures, je vous propose de découvrir une facette rarement racontée. La vie quotidienne des esclaves urbains, ces invisibles de l'urbs, chargés des tâches les plus ingrates et pourtant au cœur du fonctionnement de l'immense machine romaine. À travers 4 segments distincts, nous explorerons d'abord le quotidien d'un esclave sous la domus, puis nous suivrons le parcours d'une jeune écrivaine, avant de lever le voile sur les souterrains mystérieux de la ville. Et enfin, nous comparerons les festins aristocratiques à la modeste soupe de ceps qu'offrait la ration journalière. Mon ton restera mesuré, presque susurré, afin de vous entraîner dans une bulle de calme et de curiosité tranquille. Vous entendrez des détails sensoriels, invitant votre esprit à peindre, à tâtons, l'atmosphère des rues romaines. Vous découvrirez des récits biographiques et des mystères archéologiques, sans jamais plonger dans l'excès ni l'effroi. Prêt qu'à entamer ce doux périple? Fermez les yeux un instant, imaginez la brise légère du Tibre et laissez-nous commencer. Segment 1. Pourquoi c'était pénible d'être esclave urbain à Rome+. Installation du décor et immersion. Imaginez-vous, au tournant d'une rue étroite, devant l'imposante façade d'une domus romaine. Les murs blancs, parfois recouverts de fresques colorées, se dressent derrière un péristyle tranquille, tandis que, tout autour, le murmure étouffé de la ville vous parvient avec douceur. Vous êtes un esclave urbain, pas un travailleur des champs, mais quelqu'un dont la vie se déroule à l'ombre des grandes demeures patriciennes. Au petit matin, avant même que le soleil ne darde ses premiers rayons sur le forum, vous entendez déjà le claquement des sandales sur le pavé et le gargouillis lointain de la fontaine publique. Vous sortez, tête baissée, traversez le portique et pénétrez sous les voûtes ombragées du couloir. L'air y est frais, chargé d'une légère odeur de moisie et de térébenthine, souvenir des récentes peintures de la villa. En levant les yeux, vous apercevez des poutres sombres qui soutiennent l'étage supérieur, éraflées par le temps et la fumée des torches. Votre premier devoir consiste à préparer la maison pour l'arrivée des maîtres. Vous passez de la cuisine à la salle à manger, portant des amphores d'huile et de vin, vos mains glissant sur le bois encore humide du linteau. Chaque pas résonne contre le marbre poli du sol, tandis que, au dehors, la cour s'éveille. Le palefrenier nourrit les chevaux, la portière s'active à relever les manches de sa tunique, et déjà des clients attendent, silencieux, près de la porte. Les tâches ingrates et la discipline. Dans la domus, le quotidien de l'esclave urbain est rythmé par une série de corvées implacables. Vous frottez les sols avec une brosse de fibres, sous un filet d'eau tiède. L'odeur du calcaire et du savon se mêle à celle du bois ciré. À chaque coin, vous devez essuyer la poussière des statuettes et replacer les rideaux en lin blanc. Votre vie est un ballet silencieux, vos gestes répétés des centaines de fois. Vous devenez presque invisible, un rouage discret dans la machine luxueuse de l'élite romaine. Lorsque vos mains sont trop calleuses ou que vos genoux protestent sous l'effort, un maître d'œuvre, bâton à la main, veille au moindre faux mouvement. Le fouet n'est jamais loin, non pour briser l'os, mais pour rappeler que l'erreur coûte cher. Cette petite marque de cuir, claquant dans l'air, produit un son sec qui vous coupe le souffle, vous ramenant à l'obéissance. Vous avez appris à anticiper la cadence des ordres. Balaye ici, apporte-moi le plateau d'argent, ne laisse pas passer la poussière. Une lutte constante pour l'exactitude, où chaque instant doit répondre à un idéal de propreté et d'ordre. Vie et logement sous la domus. Après les corvées du matin, vous gagnez votre modeste cellule. Une pièce exiguë sous les toits, aux murs de torchis, dont la petite fenêtre s'ouvre sur un conduit d'aération. Vous y retrouvez vos quelques effets. Un sac de jute servant de matelas, une tunique usée et un fragment de torchon pour vous rafraîchir le visage. La lumière y est tamisée, filtrée par l'épaisseur de l'argile, et l'air y est lourd de la chaleur accumulée par les tuiles. Ici, pas de confort. Le sol est inégal et couvert d'une fine poussière. Quand la pluie s'infiltre,
Vous entendez le ruissellement sur la voûte de charpente et l'humidité s'invite lentement, gonflant les toiles d'araignée au-dessus de votre tête. Votre espace, grand comme une paume, est à la fois refuge et souvenir constant de votre condition. Vous apprenez à vous tenir assis, à vous recroqueviller pour tenir chaud et à apprécier la moindre brise qui glissera sous la porte. Les termes, entre soulagement et corvée. Chaque semaine, une visite aux thermes publics vous est accordée, mais non pour le plaisir. C'est là que vous nettoyez les pièces, rangez les bancs de pierre et débarrassez les bacs d'eau tiède. L'humidité ambiante fait sourdre sous vos doigts un parfum de sel et de saponine. Vous plongez vos vêtements usés dans le grand bassin de rinçage, tandis que la vapeur enveloppe votre silhouette, adoucissant un instant la raideur de vos muscles. Pourtant, au cœur de cette atmosphère ouatée, vous restez un serviteur. Vous louez les pots aux citoyens. Vous essuyez leurs corps huilés. Vous replacez les lampes à huile. Le murmure des conversations aristocratiques vous parvient, mais vous ne pouvez y prendre part. Vos oreilles captent seulement des bribes de discours que vous mémorisez silencieusement pour répéter au retour. Entre la sueur des travaux et la vapeur des bains, votre peau porte en elle l'histoire de chaque journée, et vous acceptez, dans le calme, cette existence de l'ombre. Le rythme de votre respiration s'est ralenti, vos paupières s'alourdissent, je suis prêt à vous emmener. Dès que vous serez pressant, vers le segment 2, où nous découvrirons le destin si particulier de Tertia la scriba, jeune esclave écrivaine et espionne au service d'une matrone influente. Segment 2. Le sort de Tertia la scriba. Maintenant que vous avez respiré au rythme silencieux des couloirs de la Domus, laissez-vous conduire vers une histoire singulière. Celle de Tertia, une jeune esclave scriba dont les doigts habiles parcouraient chaque parchemin et dont l'esprit discret servait une matrone aux ambitions voilées. Imaginez-vous, à présent, assise dans une alcôve tamisée, une lueur d'huile vacillant contre la pierre, prête à entendre le récit d'une vie à la fois subtile et déterminante. Naissance d'une vocation. Vous revoyez Tertia, encore adolescente, découvrant pour la première fois le cadre de son futur destin. Une petite pièce attenante à la bibliothèque privée de la Domus, dont les rayonnages en bois sombre ploient sous le poids des rouleaux de papyrus et des tablettes de cire. L'air y est chargé d'une légère odeur de roses séchées, résidu des bouquets offerts par la maîtresse, mêlée à celle, plus âcre, de l'encre de Galles. Chaque matin, tandis que d'autres esclaves s'affairent aux cuisines ou au service des thermes, Tertia pénètre dans ce sanctuaire ovale, un calame, roseau taillé à la main, et s'installe devant une tablette encore vierge. Vous entendez presque le froissement délicat du papyrus et le chuchotement régulier du calame qui trace ses premières lettres, minces et régulières, sur la feuille. Imaginez-vous doucement, vos doigts effleurant le grain du parchemin. C'est ainsi que Tertia apprit à copier, puis à traduire, avant de composer. Son visage, sérieux et appliqué, reflète la concentration d'une enfant mise au travail trop tôt, dont la curiosité la pousse à déchiffrer les traités philosophiques, les récits d'explorateurs et les poèmes d'Ovide qu'on lui confie. L'ascension par l'encre. Un soir, alors que la gloire de la Domus grandit et que les invités influents affluent, la matrone, Domitia Crispina, remarque la finesse de l'écriture de Tertia. Elle l'invite à s'asseoir près d'elle, un coussin brodé sous les fesses, et lui confie la révision de ses lettres diplomatiques. Ses messages échangés avec d'autres familles patriciennes, parfois même adressés à des sénateurs ou à des gouverneurs de province. Vous entendez Domitia murmurer dans un souffle « Tertia, relis ce mot, remplace ce tournure », tandis que la plume glisse sur la cire et que la jeune scriba ajuste chaque phrase pour la rendre plus persuasive, plus subtile. Son rôle devient alors essentiel, non plus simple copiste, mais conseillère silencieuse, capable de plier l'écriture au pouvoir des mots. Chaque nuit, lorsque la ville s'apaise, Tertia s'attarde encore, réécrivant parfois la même page à l'infini, à la recherche de la nuance parfaite. Vous ressentez la lourdeur de ses paupières, le crépitement feutré de la lampe à huile, l'inflexible discipline qui la maintient éveillée alors que la plupart dorment déjà, l'espionne des ombres. Peu à peu, les lettres de Domitia prennent une tournure plus discrète.
demandes d'informations sur des alliances politiques, mentions voilées de rumeurs de complot, silence calculé. Tertia devient alors l'instrument d'une espionne. Imaginez-vous, serré contre un pilastre du vestibule, écoutant le passage furtif d'un émissaire, Tertia, calame rangée, glisse un parchemin plié dans la doublure de sa tunique, puis disparaît dans les couloirs obscurs, le cœur battant, tandis que la peur de l'erreur se mêle à l'excitation de la mission secrète. Elle se glisse sous la porte de la chambre de la matrone pour déposer un rapport succinct, ses ongles entaillant parfois le papier tant ses mains tremblent. Puis, plus tard, elle rejoint un point de rendez-vous discret près des latrines publiques, où un messager la reconnaît à un signe convenu. Vous percevez l'humidité de la pierre, le clapotis de l'eau, l'ombre des colonnes, et la silhouette de Tertia, mince et déterminée, prête à remettre ses écrits au destin de l'Empire. Le prix de la loyauté. Malgré ce pouvoir naissant, Tertia reste enfermée dans sa condition. Elle ne peut profiter de la moindre faveur visible. Les esclaves de la Domus l'observent avec une pointe d'envie, tandis que certains la craignent, murmures à l'appui, car elle parle parfois de noms illustres dans les niches feutrées de la bibliothèque. Vous sentez la tension qui l'étreint lorsqu'un courrier revient avec une mention d'inquiétude. Un allié a basculé, un mot a trahi la confiance. Tertia sait que la moindre erreur peut être fatale, non seulement pour sa liberté, mais pour la sécurité de la maison elle-même. Pourtant, dans le calme de sa pièce exiguë, elle continue d'écrire, presque en méditation, laissant le mouvement régulier du calame la bercer. Chaque mot est un pas sur le fil du rasoir, chaque phrase un acte de foi. Et dans ce silence studieux, vous comprenez combien la plume peut être plus tranchante que l'épée. Pause musicale légère, respiration ralentie. Ainsi s'achève le récit de Tertia la scriba, jeune esclave devenue conseillère et espionne douce amère, et nous glisserons, avec la même délicatesse, vers le segment 3, consacré aux cachettes et souterrains de la Rome antique. Segment 3. Cachettes et souterrains de la Rome antique. Transition feutrée, un léger roulement de tambour en sourdine. Alors que nous remontons à la surface, laissez-nous plonger plus profondément, non dans l'âme des hommes, mais dans les veines mystérieuses de la cité, ses passages secrets, ses égouts monumentaux et ses catacombes silencieuses. Dans cette obscurité feutrée, vous découvrirez comment Rome, brillante et éclatante, reposait sur un réseau complexe de galeries, de voûtes et de caches, véritables artères invisibles de l'urbs. Les égouts, art et hygiène. Imaginez-vous, une lampade à la main, au bord de la Cloaca Maxima, ce gigantesque conduit de pierre bâti au VIe siècle AVI-J-C, dont la voûte s'élève à peine assez pour un homme courbé. L'air y est frais, chargé d'une brume légère, empreinte d'une odeur d'eau pure mêlée à sel, plus lointaine, de la terre remuée. Chaque goutte qui tombe sur les dalles lisses émet un écho régulier, presque musical. Vous avancez lentement, vos doigts effleurant la pierre noire, polie par les siècles. Parfois, un filet d'eau claire coule le long des joints. Parfois, le courant est plus vif, s'engouffrant dans un angle avant de disparaître au loin. Ces égouts, loin d'être de simples canalisations, sont un chef-d'œuvre d'ingénierie. Des arches en plein cintre répartissant le poids de la ville, des regards d'accès pour le nettoyage, et des rigoles latérales destinées à évacuer les eaux usées, des thermes et des latrines publiques. Vous percevez le murmure lointain du Tibre, dont une partie de la crue est détournée ici, préservant les rues de l'inondation. En suivant le parcours du tunnel, vous trouverez, à mi-chemin, une petite niche creusée dans la paroi. Elle servait à abriter un buste de la divinité du nettoyage. Cloacina, protectrice des canalisations. Une statue désormais disparue, mais dont les offrandes, selon les témoignages, consistaient en grains de myrrhe et petites lampes à huile déposées pour assurer la pureté des eaux. Les catacombes, sanctuaire des ombres. En quittant l'étroit conduit de la Cloaca Maxima, vous pénétrez, par un escalier en gradins irréguliers, dans les catacombes situées sous la voie appienne. Là, l'obscurité s'épaissit. Seules quelques lampes suspendues déclinent une lumière ambrée, dessinant sur les murs des croix et des inscriptions en latin. Ces lieux, nécropoles souterraines, ont d'abord accueilli les premiers chrétiens,
puis d'autres confessions, tous désireux d'enterrer leurs morts hors des limites de la ville. Vous marchez parmi d'innombrables niches creusées dans la roche tendre. Certaines abritent encore des ossements serrés dans un linceul, d'autres montrent les restes de fresques polychromes représentant des scènes de paysages, vignes, oliviers, barques sur le Léthé. Tacitement, vous tendez l'oreille. Un clapotis infime provient d'un puits de ventilation, et un lent courant d'air effleure votre joue. L'acoustique souterraine amplifie le moindre son, un souffle, un pas atténué, ponctuant votre progression d'un rythme désireux de vous rappeler que la vie, même sous terre, trouve toujours un chemin pour respirer. Parmi ces galeries, certaines étaient réservées aux rites funéraires. Vous vous arrêtez devant une petite chapelle taillée, un cubiculum, où des émaux colorés illustrent la transition vers l'au-delà, poissons symboles de résurrection, colombes et monogrammes sacrés. Vous imaginez les voix chuchotantes des fidèles, la fragrance du bois de cèdre brûlé et la béatitude silencieuse d'une prière muette, cachette secrète et trésors oubliés. Au-delà des canalisations et des tombeaux, Rome conserve sous ses pavés de minuscules cavernes, véritables bunkers de l'Antiquité, destinés à protéger le trésor public ou les archives sensibles. Vous descendez quelques marches dissimulées par une pierre pivotante, héritage de la période républicaine, pour accéder à une de ces cachettes, un petit local aux murs recouverts d'enduit rouge, dont la peinture tient bon malgré les siècles. Au centre, un coffret de bois d'olivier renforcé de bronze. À l'intérieur, des tablettes en cire sur lesquelles sont gravés des chiffres, recensement de grains, compte de solde des légions et liste d'exemptions fiscales. Vous percevez l'importance vitale de ces documents. Dans ce secret, Rome préservait l'équilibre de son empire. Toute fuite aurait entraîné famine, mutinerie et peut-être même l'effondrement de la République. Aux abords, des rayonnages de pierre supportent encore des amphores bouchées, renfermant des précieuses mixtures, encre rouge pour la transcription officielle, cire d'Alep pour sceller les écrits et huile de laurier pour graisser les rouleaux. L'atmosphère est empreinte d'une discrétion solennelle, comme si les murs eux-mêmes gardèrent le poids de tant de secrets. Équilibre entre lumière et ombre. En remontant à la surface, la lumière du jour vous enveloppe d'un calme presque irréel. Vous sortez dans une venelle étroite, non loin du cirque Maxime, où la foule s'éveille pour la course imminente. Le grondement lointain des enthousiasmes contraste avec la tranquillité feutrée des galeries souterraines. Fermez un instant les yeux et sentez ce contraste, la chaleur du soleil sur votre peau, l'odeur des tentes et des chevaux, puis, en y repensant, le frais silence du conduit, le pas feutré sur la pierre humide. Vous avez voyagé sans bouger, des hauteurs éclatantes de l'Urbs aux entrailles secrètes qui en soutiennent la grandeur. Lorsque vous serez prêt, nous nous élèverons de nouveau pour découvrir, dans le segment 4, les fastes et les contrastes de la vie sociale aristocratique face à la ration frugale de l'esclave. Segment 4. Banquets aristocratiques versus soupe de cèpe. Transition délicate, musique apaisante. Après avoir foulé les pierres luisantes de la domus et parcouru les galeries mystérieuses sous la cité, tournons notre regard vers la lumière et le faste. La vie sociale et les contrastes écarlates entre l'opulence des salons aristocratiques et la simplicité frugale de la ration quotidienne de l'esclave. Les fastes du triclinium patricien. Imaginez-vous conviés, dans un murmure de soie et d'or, au triclinium d'un sénateur influent. Les 3 canapés, recouverts de coussins brodés de fils d'argent, sont disposés en U autour d'une table basse de marbre. La pièce est éclairée par des lampes à huile, dont la flamme danse sur les ornements dorés des fresques murales. Des colonnes sculptées imitent le jaspe, et un léger parfum de miel et de roses anciennes flotte dans l'air. Les convives, vêtus de toges éclatantes, sirotent lentement le mulsum, ce vin doux épicé au jus de miel, tandis que des esclaves aux bras nus passent, portant des plateaux de poissons fumés, de figues confites et de petits pains au cumin. Vous entendez le tintement discret du bronze, les échanges feutrés de compliments et d'allusions politiques, et le bruissement des étoffes lorsqu'un invité se tourne vers son voisin pour chuchoter une confidence. Chaque plat est une œuvre d'art. Chair tendre, sauce délicate, herbes rares cueillies à l'aube. Instruments et divertissements feutrés.
Un musicien méditerranéen joue d'une lyre aux cordes de boyau, accompagné par le souffle léger d'une flûte de roseau. Les notes s'élèvent, douces et modulées, tissant un voile sonore qui berce l'assemblée. Un poète récite, d'une voix basse, un extrait d'Ennius évoquant la grandeur de la République, mais sans excès dramatique. Les convives ferment parfois les yeux, laissant la mélodie et les vers glisser sur eux comme une caresse. Vous percevez, dans un coin de la salle, un peintre qui choisit méticuleusement ses pigments, préparant peut-être une nouvelle fresque pour la villa. Les couleurs sont disposées dans de petites coupes d'argile, tandis qu'il mélange l'ocre rouge, la malachite et la céruse, avec la patience d'un jardinier. L'atmosphère, même si brillante, conserve une mesure, une retenue qui incite à la rêverie plus qu'à l'exaltation. La soupe de ceps de l'esclave. À quelques pas, dans la pièce attenante réservée aux serviteurs, règne une toute autre ambiance. Ici, la lumière filtre faiblement à travers une seule fenêtre étroite. Sur un foyer de pierre, une grande marmite de terre mijote une soupe de ceps, mêlant l'arôme doux et boisé des champignons sauvages aux herbes séchées que l'on a réussi à troquer au marché. Vous vous tenez près du feu, tenant une cuillère grossière, un simple bâton creusé, et vous sentez la vapeur légère, parsemée d'une pointe d'ail, s'élever vers votre visage. Le bol en argile fissuré est chaud au toucher, et le liquide brun clair vous réchauffe de l'intérieur, vous rappelant la modestie de votre condition. Ici, pas de musique ou de paroles mondaines, seulement le crépitement du bois et le souffle régulier des compagnons d'infortune. Chaque gorgée est un instant de réconfort, une parenthèse douce après les corvées, un rituel partagé dans la pénombre. Vous sentez la lenteur de vos mouvements, votre esprit se poser un instant sur l'idée que, malgré la frugalité, une chaleur simple peut apaiser le corps. Réflexion apaisée. En contraste, vous revoyez les toges blanches et le parfum de cire de bougie, puis les habits élimés de l'esclave et l'odeur âcre de la fumée de bois. Deux mondes coexistent au sein de la même demeure, séparés par des portes de bois que seuls quelques privilégiés franchissent. Fermez doucement les yeux et laissez ce contraste couler en vous. Le luxe feutré du triclinium, où chaque détail est soigné pour impressionner, et la simplicité réconfortante du bol de soupe partagé, où l'essentiel demeure la chaleur humaine et la survie de chaque jour. Je me tiens prête à conclure ce récit et à vous guider vers une conclusion apaisante qui résumerait ce périple historique et vous accompagnera tout en douceur vers le sommeil. Conclusion apaisante. Nous voici arrivés au terme de ce lent voyage au cœur de la Rome antique, où chaque pierre, chaque couloir et chaque mot nous ont révélé la vie parfois rude, parfois secrète, de ceux qui œuvraient dans l'ombre. Vous avez d'abord marché, pas à pas, dans la domus silencieuse, ressentant l'effort des esclaves urbains chargés des tâches ingrates et disciplinées. Puis vous avez suivi Tertia la scriba, dont la plume subtile façonnait le pouvoir au gré des lettres et des alliances, avant de plonger dans les profondeurs mystérieuses des égouts, des catacombes et des cachettes imperceptibles sous la ville. Enfin, vous avez contemplé le contraste saisissant entre le faste feutré des banquets aristocratiques et la chaleur modeste d'un bol de soupe de cèpe, partagé dans la pénombre des cuisines. Tout au long de ces 2 heures, le rythme de la narration est demeuré mesuré, vos sens guidés par des détails sensoriels doux et jamais intrusifs, tandis que je vous invitais, subtilement, à vous détacher du tumulte du présent pour vous enraciner dans le souffle apaisant de l'histoire. Alors que vous vous laissez bercer par ces souvenirs antiques, permettez de relâcher les dernières tensions de la journée. Imaginez, une dernière fois, les pavés lisses, le clapotis feutré de l'eau souterraine, puis la chaleur réconfortante du feu de cuisine. Sentez ce calme s'installer en vous, comme un flot léger qui vous enveloppe, que vos paupières se ferment en douceur, que votre respiration devient plus lente encore, et que ce doux écho de la Rome d'autrefois vous accompagne vers un sommeil profond et réparateur. Bonne nuit, et que vos rêves soient empreints de la sérénité des siècles passés.